Europe 1 présente Petit stream entre amis reçoit ce soir Jacques-Antoine Granjon, fondateur de venteprivée.com, le site de déstockage leader en Europe. Jacques-Antoine Granjon, patron atypique, de bonne famille, passé par le sentier. Il a inventé avec quelques autres le déstockage online, un déstockage relooké. Si vous allez sur son site, vous aurez l'impression d'acheter des produits de luxe. Sans son, mais déstocké. C'est aujourd'hui une figure de l'e-business, un amateur d'art et un patron qui veut aussi jouer un rôle dans la cité. Voilà comment on pourrait dire ça. Pour interroger Jacques-Antoine Granjon, Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir et Johan Hufnagel de Slate.fr. Bonsoir messieurs. Salut David. Alors le principe de l'émission, vous connaissez, on est en direct sur Internet, mais vous nous retrouvez en vidéo demain sur Dailymotion, sur YouTube et Europe1.fr. Jacques-Antoine Granjon, bienvenue parmi nous. Merci de m'inviter, David. On a déjà reçu des patrons du secteur Internet. On a eu Marc Simoncini. Aujourd'hui, c'est votre tour. Alors, où en est venteprivée.com ? C'est florissant, c'est européen. Le chiffre d'affaires se compte par milliards. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le tableau de la société aujourd'hui ? En deux mots, Vente Privée est un véritable média qui crée tous les jours des ventes événementielles qui créent un trafic très fort parce que comme il y a un événement, les gens viennent voir ce qui se passe. C'est 3200 ventes l'année dernière, 969 millions de facturation en 2010, 969 millions d'euros, 45 millions de produits expédiés dans nos propres entrepôts, 1500, un peu moins de 1500 collaborateurs, directs, mais beaucoup plus en indirect. C'est une jolie entreprise qui a une vision très long terme de son avenir, qui est indépendante, qui a zéro dette, qui a beaucoup de fonds propres, de trésorerie, et qui continue d'embaucher, de croître avec une volonté d'aller très loin et de devenir une marque globale européenne, alors qu'aujourd'hui, nous sommes seulement une marque très française, puisque 84% seulement de notre chiffre d'affaires, ou 83% est réalisé, pas seulement, 83% est réalisé en France. Donc le défi, c'est de devenir une marque européenne, et c'est un sujet très important, puisque les Américains, quand ils inventent un business model, une nouvelle entreprise, quand ils créent une entreprise qui vend des biens ou des services, brusquement ont un marché de 350 millions d'habitants, plus le Canada, et deviennent très vite, s'ils réussissent, une marque globale. Alors que l'Europe n'existe pas dans les affaires, c'est très compliqué, langue, législation, loi sociale, comportement, qui fait que c'est pas parce qu'on réussit en France qu'on peut réussir en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou en Espagne. Et vous avez l'ambition d'aller chatouiller des sites anglo-saxons qui font un métier proche du vôtre ? Il n'y a pas véritablement de site anglo-saxon, à part aux États-Unis. Un site s'appelle Gilt, et pour l'instant, notre stratégie n'est pas d'ouvrir tout seul les États-Unis. C'est un vaste domaine où beaucoup de Français sont partis et sont revenus, le drapeau américain coincé entre les fesses et les poches vides. Donc aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on a fait en France et de le retranscrire, de le développer en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Autriche, dans les pays européens où on est ouvert. Et est-ce que vous avez trouvé en France, est-ce que vous faites partie de ces patrons qui expliquent que pour le faire en France, c'est le bon biotope, c'est le bon microclimat pour développer des affaires en France ? Est-ce que vous êtes comme Marc Simoncini qui aurait pu s'expatrier et qui finalement a fait le choix de rester en France ? Moi, je vis en France, je suis heureux en France. Je constate à la fois que c'est le pays qui attire le plus au monde de gens aisés qui ont envie d'y vivre. Et je constate paradoxalement que 40% des jeunes ou des Français, à la veille de Noël ou le 1er janvier, ont dit qu'ils étaient extrêmement pessimistes sur l'avenir. Pourquoi ce paradoxe ? Ça, c'est un vrai souci. Vous avez une interprétation ? Je pense que les gens ont peur de l'avenir parce que mon idée, moi, c'est que le monde évolue, a changé. La France a été riche à une époque, en partie grâce à l'apport des colonies, l'apport de toutes les matières premières qui étaient là-bas, de toutes ces possibilités de faire venir de la richesse dans le pays. Ensuite, elle s'est industrialisée, elle a été riche de son industrie. Et aujourd'hui, avec une période où il n'y a plus les colonies, où les matières premières coûtent cher, où on est dans une phase de désindustrialisation, il faut se réinventer.
Et je trouve le e-commerce une chance fantastique pour la France, parce que je crois que depuis qu'on a révoqué l'édit de Nantes, par exemple, on a envoyé les protestants monter des affaires commerciales en Allemagne, en Hollande, en Angleterre et ailleurs dans le monde. Et la France était fâchée avec le commerce et avec les bienfaits du commerce, l'argent, la richesse, etc. Et je crois que justement, le e-commerce peut réconcilier à la fois le côté créatif, puisque le e-commerce, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de faire des catalogues numériques et donc de pouvoir vendre des produits. Donc n'importe qui demain peut ouvrir une boutique. Et le e-commerce, c'est quoi? C'est que le monde entier peut rentrer dans cette boutique, justement. Et donc, la chance de la France, c'est de pouvoir créer des produits innovants. On crée des produits dans la haute technologie, on crée des produits dans la gastronomie, dans plein de choses. Créer des produits innovants, imaginatifs, être très créateur. C'est quand même le pays au monde où il y a la plus grande marque de luxe, avec l'Italie, mais peut-être même le plus grand groupe de luxe en français, et pouvoir ouvrir cette fenêtre au monde. Donc ça réunit l'e-commerce, la créativité et le commerce. Et je pense que c'est une grande chance et qu'il y a des opportunités fantastiques. Jonathan. Non, moi je me disais que votre discours il était quand même plutôt de nature à rendre les gens positifs. Juste une petite nuance, c'est-à-dire que sur l'étude dont vous parliez, c'est-à-dire que les Français sont défaitistes ou déprimés pour notre avenir commun, et en même temps quand on les interroge sur leur devenir personnel, ils ont confiance. Donc c'est ce qui fait peut-être aussi des entrepreneurs, ce qui fait des gens qui y croient à titre individuel et qui se disent moi je peux bouger les choses, mais voilà, c'est plutôt le tous ensemble qui inquiète et la réussite individuelle qui tire vers le haut. Non, moi j'avais une question sur le modèle de vente privée. Je me demandais si vous qui avez en fait appliqué un métier qui existait déjà, c'est-à-dire le déstockage, avec dans un nouvel environnement qui est le web, vous diriez que le principal enjeu c'est un enjeu de logistique pure tel que ça peut l'être pour du déstockage, ou c'est un enjeu de trafic, de fichiers clients et de conquête dans ces domaines-là? C'est quoi le nœud de votre business, quoi? Moi, j'ai découvert l'Internet dans la bulle Internet. Déjà, je comprenais rien de ce qui se passait. Des jeunes gens qui levaient des centaines de millions de francs à l'époque pour monter des entreprises dont je ne comprenais pas comment elles allaient pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, explosion de la bulle Internet, il n'en reste plus qu'un. Jeff Bezos, Amazon. 2001, que fait Jeff Bezos? Il ouvre des entrepôts dans le monde entier. Et il continue de lever de l'argent alors que tout le monde dit c'est dingue, ses actionnaires seront ruinés, personne ne va remettre au pot les centaines de millions de dollars, les milliards de dollars qu'il a eu besoin pour monter son entreprise. Et l'Internet, je m'aperçois que c'est de la logistique. Finalement, c'est de la vente à distance. Donc il faut expédier les produits. Et c'est là où moi j'ai le déclic en disant mais comment faire avec mon vrai métier qui est le déstockage des marques, comment utiliser cet outil incroyable qui était un outil démultiplicateur de croissance. Et c'est là où arrive Vente Privée en 2001 et où l'aventure commence véritablement en 2003-2004 quand on valide le business model. C'est un business model tout simplement d'offre inférieure à la demande. Avant, mon métier c'était d'acheter les stocks le moins cher possible et de le vendre, des stocks de marque, et le vendre dans les solderies. Ça apportait pas vraiment de valeur ajoutée et puis les gens ne savaient pas qu'il y avait des produits sympas dans les solderies, seuls des initiés ou plutôt des gens qui vont dans les solderies parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les boutiques normales. Brusquement, avec Internet, je crée des catalogues numériques et je redonne vie aux produits et n'importe qui peut venir dans cette vente événementielle online. En créant cette dimension de privilégié, en tout cas de donner le sentiment qu'on est privilégié, d'où le nom de vente privée. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous avez accès à quelque chose qui dans la vie courante vous est inaccessible, voilà. Ce qui est vraiment l'inverse. C'est un événement qui est, voilà, à la base c'était les ventes de presse, les ventes privées, ça n'a pas été inventé par moi, les ventes privées physiques, c'était inventé par d'autres qui faisaient venir du monde en envoyant des invitations papier. Mais là c'est des ventes privées pour tout le monde, quoi. Et là, c'est ventes privées pour tout le monde, c'est-à-dire que la femme qui est dans la banlieue de Saint-Étienne, elle n'a jamais accès à certaines marques, et même quand c'est les soldes, elle n'a pas accès à certaines marques parce qu'elle va arriver après la lyonnaise qui est passée avant. Et là, brusquement, pour un jour, 2 jours ou 3 jours, elle a accès à des marques dont elle n'a jamais eu accès à ces prix-là. Mais c'est un événement, c'est-à-dire que ça s'arrête au bout de 2 jours. Après, il y a le côté sélectif du luxe et de l'environnement un peu luxueux que vous créez autour des produits. Et puis, il y a le côté déstockage de produits qui ne sont pas complètement exclusifs de l'année, de la dernière collection. Bien sûr. Et c'est ça le charme du truc. Ah bah oui, c'est redonner vie à des produits qui sont morts. Puisqu'ils n'ont pas été vendus, ils sont dans les entrepôts de la marque.
ils sont morts, ils sont obsolètes, puisque la marque elle va attendre ses nouvelles collections, a besoin de place dans les entrepôts, va pas aller les vendre moins cher dans les magasins, parce que sinon ça tue la collection en cours, etc. Et donc brusquement, nous, on prend ces obsolètes, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des décotes très importantes, Oui, obsolète, et ça on veut leur dire pas redonne cher vie. à acheter. On Ça prend les- ressemble un peu Bah oui. au travail que font les maisons de disques quand elles reprennent des vieilles chansons de fond de catalogue, qu'elles refont une compilation avec un livret, un DVD, enfin des choses qui Ouais, vont refaire vivre des vieilles chansons. C'est une façon de voir les choses, on refait vivre le produit, on est un petit peu les Comment vous avez l'idée Johan. Frankenstein. de glamouriser des trucs qui a priori sont un peu délaissés, un peu laissés de côté. Et comment justement vous faites pour combler le grand écart entre la jeune femme de Saint-Étienne qui a priori n'a pas d'argent et puis ce côté un peu Oh, ils ont Allez, de l'argent, luxe. Saint-Étienne. Mais pas tous. pas tous. Mais la question, c'est ça la force de l'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez monter des boutiques virtuelles qui sont extrêmement belles parce que vous avez des web designers qui vous créent vos catalogues ou votre boutique. Et c'est ça qu'on a utilisé chez vendeprix.com, c'est la possibilité de dire, bon, ben, ce t-shirt qui est au fond d'un carton, parce que la marque ne l'a pas vendu, il en reste 10 000, 20 000, 30 000, brusquement, on va le faire porter par un mannequin qui va être extrêmement joli, bien coiffé. Le travail de qualité de la retouche est extrêmement important. On redonne vie au au du produit. Steve Jobs. Vous prenez des technologies qui existent déjà et puis vous les mettez dans un joli paquet. Alors, ça, c'est une critique de Steve Jobs. Je ne sais pas si elles existent déjà ou s'il en crée. Ça, je ne suis pas assez bon pour vous répondre à ça. Mais c'est vrai que le packaging des objets qu'il crée est assez beau. Mais j'imagine qu'il y a quand même des choses à l'intérieur. Oui, non, mais les technologies existent déjà ailleurs, mais elles ne sont pas forcément aussi... Il en fait un objet de désir. Et finalement, et ça rejoint les questions que vous posez, Vente Privée, c'est un site on désire parce qu'il se passe quelque chose. Moi, je vends 45 millions de produits. Je pense qu'il n'y en a pas un que je vends dont les gens avaient besoin. Mais ils sont là, c'est pas cher, c'est une marque, c'est dans un coffret désirable. Ils peuvent le rendre, ils font confiance, ils mettent leur carte de crédit et ils se font un petit plaisir. Et dans ce monde où on a du mal à se faire des petits plaisirs, où on est pessimiste, c'est agréable de se faire un petit plaisir quotidien. Jacques-Antoine Grandjean, est-ce que Tati a loupé le coche? Est-ce que Tati aurait pu faire ça? Tati avait d'abord le grand-père de Fabien Waki, je crois que c'est lui qui a inventé le métier de soldeur en France, c'est le premier. Donc c'est le premier. Donc on vient tous de là. Ensuite, c'est vrai que son petit-fils, ou je ne sais pas si c'est son fils Fabien, avait d'autres ambitions dans la vie. C'est plutôt un artiste. Et il n'a pas mené l'aventure Tati là où elle aurait pu aller. Rocker Donc, plus que des stockers, quoi. Voilà, il était habité de beaucoup de choses et il a fait autre chose. Je pense que Tati, à un moment donné, a été très branché parce que justement, il avait ce look branché. Il parlait musique, il parlait au Dalai Lama, etc. Mais ça n'a pas duré. Et donc finalement, l'entreprise a végété et elle a été rachetée. Et aujourd'hui, c'est un soldeur classique qui fait le métier à l'ancienne. Il a loupé le coche. Il a loupé le coche ou pas? La marque était très très typée Tati, c'était quand même très très typé Barbès. Donc il aurait fallu à ce moment-là la nourrir beaucoup plus quand Fabien Waki est parti sur les robes de mariée aux États-Unis. Où il s'est complètement planté d'ailleurs parce qu'on ne vend pas de robes de mariée pas chères en Amérique parce que c'est le moment le plus important des Américains, c'est leur mariage. On a plein de questions via Twitter. Si vous pouvez y répondre très rapidement parce que Jonathan et Johan piaffent tous les deux. Alors Valentin nous dit à quel point de votre aventure avez-vous eu envie de pester contre la France, ses règles et sa bureaucratie? Vous avez un peu répondu. Vous avez dit que finalement on peut entreprendre en France et vous êtes content. Oui, on peut entreprendre en France. Et puis j'adore une phrase qu'a dit mon ami Xavier Niel l'autre jour. Un journaliste qui lui demandait si c'était de gauche ou de droite. Il a répondu mais rester en France, c'est être de gauche, non? Alors, The New Deal, elle est marrante. The New Deal vous demande. The New Deal cite le nom, toujours sur Twitter, cite le nom d'un vos collaborateurs, qui est responsable de la stratégie de développement de l'entreprise ainsi que du rayonnement international. Est-ce que ça fonctionne bien pour lui? Le début de la question, c'était... Le début, c'était... on cite le nom d'un de vos collaborateurs que je ne veux pas citer parce que voilà. Je sais si ça il est responsable de la stratégie de développement de l'entreprise à l'international. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous êtes content de ce collaborateur?
Vous Sinon, pourrez faut lui donner, dire en direct vous ce pourrez, soir, hein. vous pourrez donner son nom si vous voulez. J'ai pas son nom, mais il y en a plusieurs parce que la stratégie internationale. C'est le DG, c'est votre DG. Ah, mon DG. Ouais, comment il Je suis s'appelle? extrêmement content. Hervé Parizeau. Ouais, c'est lui. Ah oui, je suis extrêmement content. Bon, voilà. On est Bon, vous avez extrêmement répondu à la question. complémentaires, 1500 collaborateurs, une diversité de métiers, de managers, une entreprise jeune qui a grandi très très vite. Oui, je suis Bon, content d'accord, vous d'avoir êtes content Hervé du près de DG. moi. Ouais. Dernière question. Quelle est, Jacques-Antoine Grandjean, votre dernière acquisition fierté pour la déco de votre bureau qui est truffé d'œuvres d'art et c'est pas un secret? La dernière acquisition, c'est une petite photo de David Hamilton. Voilà, vous avez répondu à les questions, Jonathan, ensuite Johan. Je voulais revenir sur. Vous disiez, c'était assez juste évidemment, que Tatis et Barbès, et que vous avez réussi à casser cette dimension, j'allais dire, paupérisée du métier de destocker. Et je voulais vous poser une question sur cette personne virtuelle qui anime le site et la communauté vente privée, Cécile de Rostand. Oui. Donc avec une particule, avec un nom qui résonne comme l'avenue Montaigne ou le 16e, enfin quelque chose d'un peu happy few haut de gamme. Vous pouvez nous décrire un peu ce qu'est son rôle dans la communauté vente privée, sachant qu'elle n'existe pas. Hein. Bien sûr qu'elle existe. Bah, c'est une personne virtuelle. Hein. Ah, pas du tout. C'était Ah une bah alors personne il faut bien vérifier réelle votre et fiche Wikipédia assez vite. non, Hein. c'est une personne bien réelle et bien physique. Donc Quand Cécile, on a démarré- Cécile de Rostand n'est pas une légende urbaine. Mais elle ne s'appelait pas Cécile de Rostand, Ah. elle s'appelait Ah. Cécile de... Et c'était les premiers mails qu'on envoyait, 2001, 2002, 2003, mais il y avait moins de monde qui les a gardés. Ça s'appelait Cécile de Tchagin. D'accord. Et donc, à cette époque, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, que l'Internet, c'est extrêmement virtuel. Le e-commerce, c'est extrêmement virtuel. Vous arrivez sur un site, c'est un écran avec un ordinateur. La plupart des gens ne savent même pas comment ça fonctionne. C'est plugué, il y a des informations qui viennent d'un câble. Personne ne comprend rien. Brusquement, il y a des photos numériques de produits qui ont été quand même colorisés, changés. Les filles et les mecs, les mannequins qui sont là n'existent pas. Ils ont tous été retouchés, les jambes sont allongées, les visages sont transformés, etc. Vous payez en carte de crédit l'argent que vous ne savez même pas, parce qu'en général, c'est des petits achats, donc vous n'allez pas vérifier s'il est réel sur votre compte. Vous mettez votre carte de crédit. Tout ça, c'est très désincarné. Et la relation se réincarne quand il y a un problème, vous avez une voix qui vous répond et pas un mail automatique. Quand le colis arrive et qu'il correspond à la réalité et que votre expérience de shopping et votre désir est enfin comblé par ce colis. Et donc, dans ce monde désincarné, je ne voulais pas que ce soit vente privée qui envoie l'invitation. Je voulais que ce soit un nom. Donc, une des premières salariées de vente privée en 2004 s'appelait Cécile de Tchagin, comme je l'ai dit, et c'était elle qui a envoyé les invitations. Puis brusquement, quand il y a eu le buzz et que ça a commencé à marcher, parce que il y avait de plus en plus de mails qui étaient envoyés, et Vente Privée est une boîte qui marche en parrainage, vous devenez que si quelqu'un vous a dit tu devrais t'inscrire, c'est bien. Dans les dîners à droite à gauche, on ne parlait plus que de Cécile 2. Et là, je me suis dit c'est quand même embêtant parce que c'est son nom. Je vais donc changer, et donc là, on a créé un nom virtuel qui est Il n'y avait Cécile pas la volonté de créer un nom en Rostand. particule pour incarner une dimension Non, de gamme. c'est Ça le vous est hasard. tombé dessus, Elle quoi. s'appelle Cécile de Tchagin C'est marrant, à la ça base. paraît Maintenant, elle est hyper mariée, logique, elle a ouais. un autre nom. Donc c'est la Et- deuxième personne et la donc- plus connue de l'entreprise après vous. Et exactement. Donc après, j'ai dit ce nom, maintenant désormais, ça sera Cécile Donc de même si elle Rostand. quitte l'entreprise, il restera toujours une Cécile de Rostand. Exactement. C'est comme dans la BD Le Fantôme, il a beau mourir, il se réincarne petit à petit de père en fils. Johan Hufnagel. Est-ce que vous pensez, pour réussir sur le web, notamment dans votre métier, est-ce qu'il faut être pure player? Donc, n'exister que sur le web, est-ce que c'est une condition nécessaire à la réussite? Ou est-ce que les click and mortar, comme on disait, ont la capacité à un moment de devenir soit des leaders, soit des gros acteurs de l'Internet? Moi, je viens véritablement du mortar. C'est-à-dire que je viens d'un vrai métier réel. Des commerciaux, des entrepôts, et je vends à des gens qui avaient des magasins. Et je suis devenu complètement Internet 100%, mais parce que j'ai un métier bien spécifique et que je peux le faire 100% sur Internet. Mais l'avenir du e-commerce, c'est le cross-selling. C'est-à-dire, c'est absolument pas la disparition des boutiques, des centres commerciaux, etc. C'est les marques vont avoir toutes des sites de e-commerce petit à petit. Aujourd'hui, elles ne savent pas encore tout à fait comment le faire, mais il y en a qui commencent à bien le faire. Et l'e-commerce et l'Internet n'est absolument pas concurrent des boutiques. L'e-commerce, c'est un complément. C'est 24 heures sur 24, 360 jours par an. Et ce smartphone qu'on a tous, que ce soit un iPhone ou un Windows 7 ou ce que vous voulez, c'est la baguette magique du monde libéral et de l'économie de consommation dans laquelle on vit. Puisque pour les jeunes, c'est le prolongement de leurs doigts et c'est leur baguette magique pour accéder à tous les biens et tous les services.
Mais ça ne veut absolument pas dire que les magasins, c'est fini, parce que les gens aiment se rencontrer, les gens aiment se balader, les gens, l'agora, la foule, on aime bien communier ensemble physiquement dans l'incarnation. Et donc, ce qui est important, c'est que les deux vont fonctionner ensemble. Donc une marque doit avoir un magasin qui lui permet, avec une borne, si la personne qui est dans le magasin a envie de se faire livrer, de commander sur Internet et de se faire livrer chez vous. Comme ça, vous ne partez pas avec les paquets, vous pouvez aller au cinéma. C'est ce que font déjà les Japonais. Les Japonais ont ça. Les Japonais, ils arrivent en train à Tokyo et ils ne passent pas leur journée à porter leurs paquets. Non. Ils se font envoyer les paquets chez eux. Le soir, quand ils rentrent, les paquets sont là-bas. De la même façon, un magasin est fermé, vous sortez du restaurant, vous voyez un petit sac, vous rentrez chez vous, vous le faites livrer. Le cross-selling, c'est stratégique pour les marques. C'est-à-dire que tout part de l'entrepôt et les points de vente, c'est soit les boutiques, soit le net. Et à ce moment-là, les boutiques ont besoin de développer ce qu'on appelle l'expérience de shopping, le shopping émotionnel. Qu'est-ce qui fait que demain, vous allez vous souvenir, parce que c'est très compliqué de se souvenir d'une marque quand on veut acheter un produit. Il y aura tellement de marques. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez vers une et pas vers une autre ? Le côté, quand vous avez croisé dans la rue un magasin qui vous a donné envie, ce désir-là, par ses produits, par l'expérience de shopping, par ce qui se passe dans la boutique. Je vais vous donner l'exemple d'Armani. Je fais pas de pub, hein. Je suis jamais rentré dans une boutique Armani. Mais aujourd'hui, Armani, c'est plus des boutiques de fringues, c'est des restaurants. Donc vous avez fini votre plat de spaghetti. Qu'est-ce qui est plus sympa qu'un plat de spaghetti à la tomate un samedi chez Armani ? Et après, il y a la boutique, vous passez devant, puis vous aimez pas, mais un jour quand même vous descendez parce que vous avez votre fille qui vous dit tiens papa on va voir là, ou alors ils vendent des disques aussi. Nighttown, expérience de shopping énorme, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils auraient pu faire une énorme cafétéria avec un hamburger, tous les matchs, etc. Ils ont fait 6 étages de fringues, alors au bout d'un quart d'heure on n'en peut plus. Mais c'est une nouvelle expérience de shopping. Je pense que c'est ce qui va se développer. C'est-à-dire des ventes sensorielles, émotionnelles. C'est Colette la marque, qui a été Le précurseur. concept store, non en fait, quoi. Colette a été Non, précurseur. parce que Colette, c'est plein de marques et c'est super, Colette, c'est une Mais- véritable expérience aussi. Mais pour Armani, c'est pas un aveu d'échec. Quand on vend des fringues, qu'on est censé être une référence pour certaines personnes dans ce milieu-là, se dire que la seule façon de faire entrer un client chez soi, c'est de lui offrir à bouffer, Ouais, mais que là, c'est- là, non, c'est mais une je dis un peu caricature, con- là. c'est une caricature, mais c'est pas La loin de ce que vérité. vous décrivez quand même. Pas du tout. Vous dites qu'en gros chez Nike, il y a que des étages, au bout d'un quart d'heure on en a marre, alors que quand on est chez Armani, on a bouffé son plat de pâtes et donc peut-être on va se laisser aller par hasard Bon, à acheter c'est une un peu fringue. caricaturé, je dis pas exactement Non. ça comme ça. Vous voyez Ce que veux je dire ou dis, pas, c'est quand même que l'offre de fringues est tellement énorme et dans nos sociétés de consommation, on a quasiment tout. Et tout, alors selon ses moyens bien sûr, mais on a accès à beaucoup de choses. Ça suffira plus aujourd'hui demain pour vendre, parce qu'en plus avec l'internet, on peut avoir accès à tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de désirer des choses. Et ce désir, il vient de l'émotion que la marque va vous envoyer. J'ai pris Armani comme exemple, mais quand Agnès B fait, il y a longtemps maintenant, dans sa galerie, des expositions de tableaux, elle est déjà en train de travailler son expérience de shopping. Elle vend des sweatshirts et des Bien t-shirts sûr. et ce que vous voulez. Mais derrière, elle dit, voilà, moi je m'intéresse à des artistes, à la photographie, etc. Et on partage. Et c'est ça l'avenir. Vous allez voir que les marques auront moins de magasins partout, C'est un univers mais, en fait. mais quoi. des univers très puissants qu'elles développeront et elles vont devoir l'élargir. Aujourd'hui, Diesel l'élargit aux bijoux, aux montres, aux trucs, aux machins. Il va falloir l'élargir à des choses émotionnelles. Et c'est ces magasins-là qui vous apporteront de l'émotion et vous aurez envie d'aller acheter ces produits sur Internet au milieu de la multitude de toutes les marques qui vont se créer dans les prochaines décennies. Après les émotions, la politique et le social, dans un instant.